Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindraient à nous plus tard, dans la soirée, dans la semaine, quand vous voulez. Nous sommes ce soir au 29e épisode de Discuter entre les dés et j'ai avec moi Kim Dupont. Bonsoir. Et Allô? Félix-Antoine Huard. Bonsoir. Bonsoir, Malika. Merci de me recevoir à ton émission. Ça me fait plaisir, mais nous ne resterons pas très longtemps dans mon refuge de sorcière. Ce soir, nous allons enfourcher nos balais puisque nous partirons à l'aventure en voyage, grand thème de notre épisode d'aujourd'hui. Donc, thème qui a été proposé par Pierre-Philippe, qui n'est pas là, si vous êtes perspicace, qui avait un autre enregistrement. Donc, vous allez voir bientôt sur la chaîne avec quelqu'un d'autre. On est productif chez Coup Critique ce soir, mais quand même, ça a intéressé toutes les personnes qui sont ici. Donc, on a décidé de prendre ce sujet et d'en parler entre nous. Tout à fait. Et pour commencer, justement, j'aimerais savoir, pour vous, quelle est la définition du voyage dans un jeu de rôle? Parce que la question peut paraître assez anodine, assez banale, mais je crois que le voyage peut prendre toutes sortes de formes qui se distinguent d'un joueur à l'autre ou même d'un DM à l'autre. Donc, selon vous, ce serait quoi la définition qui semble être la plus proche de ce que vous considérez comme le voyage dans du jeu de rôle? Kim? Ah, OK. Euh, En fait, c'est, je pense que tu l'as dit un peu dans ta question, c'est quand même très large comme concept, je veux dire c'est comme ça. Fait que je dirais que la définition tout aussi large que je peux donner, c'est probablement quand que nos personnages se déplacent d'un point A au point B, mais que ça nécessite une certaine forme d'expertise, on pourrait dire, pour survivre, ou du moins de certaines habiletés. Fait que c'est pas nécessairement du départ jusqu'à la destination finale dans une campagne, là, mais c'est vraiment, pour moi du moins, d'un point sécuritaire à un autre point sécuritaire où on peut avoir un repas chaud et une nuit tranquille. Tu sais, d'une auberge à une autre auberge, le voyage est entre ces deux points-là, même si c'est pas les destinations ni de départ initial et final à la fin. Voilà. OK. Puis je trouve Parfait. que Donc, ça rend. Oh, pardon, vas-y, excuse-moi, Marc. ça relève pas tant de la durée ou de la distance pour toi. C'est vraiment plus finalement l'écart entre deux points qui sont sécuritaires et qui représentent quelque chose de réconfortant ou de confortable pour les joueurs. Ben oui, mais surtout la notion de, ben pour survivre, ça te prend une certaine expertise, tu sais. Mhm. Fait que ça pourrait être, par exemple, dans la même ville, là, je donne des exemples, là, mais il y a un jeu de survie de zombies, puis là, il faut que tu passes de ton safe house A à l'autre, qui est comme 5 points de rue plus loin, B, puis ça va durer une nuit, c'est pas long, c'est pas loin, mais Mhm. ça te prend de l'expertise pour survivre cette nuit-là, par exemple, tu sais. Fait que c'est comme un voyage, alors que dans un autre cas, ben, tu peux passer du pôle Nord au pôle Sud, puis c'est ça ton voyage, là. Fait que Mhm. dans ma tête, c'est vraiment plus la notion d'expertise, de survie en milieu hostile que dans la OK. notion de voyage, là. OK. Fait que l'addition de compétences plus dangerosité, mettons. Ouais. OK, parfait. Félix, est-ce que tu t'éloignes de ça? Est-ce que tu t'y retrouves ou t'es Non, non, plutôt non, je m'y nuancé? retrouve. Je pense qu'on était assez alignés, Kim et moi, par rapport à cette question-là. J'avouerais que pour moi, par contre, le voyage relève vraiment de quelque chose qui ne se fait pas nécessairement en milieu urbain ou habité, dans le contexte, évidemment, d'un jeu de rôle. Puisque ça va forcer l'exploration d'une zone dans laquelle on n'a pas justement un plein contrôle ou une aisance. Donc là, on vient vraiment taper dans la notion de faire appel à ses compétences ou à son expertise. Donc je pense que voyager, c'est ça. C'est d'enfiler son petit sac à dos et de partir à l'aventure, parchemin à la main. Mhm. Donc, pour toi aussi, il y aurait ce facteur un peu d'inconnu. Tout à fait. De... OK. Tout à fait. Excellent. Moi, on dirait que ça vient systématiquement avec la notion de distance et de temps. Pour moi, un voyage, ça doit nécessiter, du moins que je décris comme étant un voyage dans du jeu de rôle, ça doit nécessiter une certaine longévité. Donc, Mhm. on part, justement, j'ai besoin de faire mon sac
et de partir. Je ne sais pas si je reviendrai ou quoi que ce soit. J'ai cette notion-là, peut-être parce que justement, ça m'est plus ou moins arrivé de jouer des longs voyages dans des campagnes. Mhm. Souvent, c'est moi qui les ai fait jouer en Ouais. tant que DM plus que en tant que joueuse. Donc, peut-être que c'est pour ça que je suis un peu plus limitée par rapport à ça. Mais justement, est-ce que par le passé, dans vos expériences, vous avez joué de ces personnages ou de ces classes qui sont spécifiquement tournés vers l'exploration en déplacement, là, un peu comme Kim, tu parlais d'expertise et compagnie. Est-ce que le fait de jouer ça ou de faire jouer, là, si vous étiez dans la position de maître de jeu ou de maîtresse de jeu, est-ce que ça a changé votre expérience de jeu par la suite? Est-ce que ça a eu un impact? Ça vous a fait réfléchir différemment au voyage, finalement, lorsque vous l'avez mis en scène par la suite? Ben, si je peux me permettre, Kim, tu sais, moi, j'ai l'impression que faut pas nécessairement tomber justement dans le piège de certaines classes sont faites pour voyager et d'autres non, là. Je pense que le voyage est une partie intégrante de n'importe quelle aventure de jeu de rôle. Et je fais la distinction ici entre aventure et séance de jeu de rôle. Et c'est assez normal parce que je pense que c'est une partie qui est difficile à rendre palpitante ou intéressante pour des joueuses ou des joueurs, le voyage. Je me documente beaucoup actuellement sur justement comment rendre l'exploration, le monde sauvage, intéressant sur le plan narratif et aussi du jeu, parce que je travaille à mettre sur pied une campagne dont la colonne vertébrale est justement une grande épopée à travers montagnes, forêts, duchés, brumes, etc. Justement, je veux rendre cet aspect-là d'exploration générique, indépendant de classe. Et c'est important aussi que ça soit indépendant de classe parce que je veux que les acquis que je vais chercher pour mieux masteriser ou créer des aventures qui sont intéressantes sur le plan du voyage puissent se transposer à d'autres mondes et d'autres univers. Oui, on vit pour la plupart ici des aventures de cap et d'épée, mais pourquoi pas appliquer ces mêmes choses pour se trimballer d'un système solaire à un autre ou d'une dimension à une autre. Quoique dans ce cas-ci, si on se trimballe d'une dimension à une autre via un portail, peut-être que le voyage va être un peu intense et bizarre dans un vortex. Mais s'il y a cette notion de temporalité-là, moi, je veux que les acquis pour le voyage soient génériques et justement pas adaptés à des classes. Donc, voici une très grande réponse pour te dire non, j'ai jamais joué de Ranger. OK. Eh bien, il n'y a pas juste Ranger, mais attends, avant que je cède la parole à Kim, quand tu dis tu veux adapter pour que justement ça soit un peu, pour que toutes les classes ou peu importe le genre de personnage puissent jouer pleinement l'exploration au même titre que quelqu'un qui serait justement un rôdeur, par exemple, ce serait quoi tes stratégies? Ben, Quelles sont les stratégies que tu as mis en place ouais, que tu ouais. as mises en place? En fait, je pense que le voyage, pour le rendre intéressant, il y a une composante qui doit absolument faire partie de l'arsenal du maître du jeu. C'est la table aléatoire de rencontre, donc des random encounters. Et la problématique, souvent, le piège dans lequel on tombe en tant que maître du jeu pour nos random encounters, c'est que on crée uniquement des scénarios de combat qui sont assez balancés avec le niveau des joueuses ou des personnages des joueuses ou des joueurs. Ce qui fait donc que notre exploration se résume souvent à vous partez d'une grande ville fortifiée, les premières heures, il ne se passe rien. Vous finissez par monter bivouac, faites des tours de garde. Vous reprenez la journée du lendemain, on roule sur une table aléatoire, il y a un combat, voici un paquet de gobelins qui essaient de vous attaquer. La problématique, c'est que justement, ce combat-là, ce scénario-là n'est pas nécessairement ancré dans le territoire, puis est pas toujours très challengeant, donc ne représente pas vraiment la dangerosité du monde dans lequel va se vivre cette aventure. Les quelques trucs, parce que je dévoilerai quand même pas toutes mes cartes, mais puisque c'est un discutant entre les dés, il faut être généreux de son savoir. Et de toute façon, il n'est pas le mien, je l'ai volé sur Internet comme à peu près tout. Dans le fond, c'est les rencontres aléatoires ne doivent pas nécessairement être que des combats. Moi, ce que je veux intégrer pour que ça puisse plaire à différentes classes, ce sont des rencontres aussi sociales avec des PNJ qui n'en veulent pas nécessairement à vos personnages. Il n'y a pas que des brigands sur les routes. D'ailleurs, la notion de route est très importante lorsqu'on parle de voyage. Par quel chemin est-ce que vos personnages vont prendre la route ou plutôt l'aventure? Est-ce que c'est une route? Si oui, elle est probablement patrouillée, donc moins de risques de rencontres infortuites. Ou est-ce que c'est plutôt par la mer? Si oui, si on doit prendre en compte les intempéries. Deuxième chose à ajouter si on veut avoir du plaisir dans notre exploration, faites rouler à vos joueuses et à vos joueurs des dés pour déterminer quelle est la température du jour. Est-ce que ça ralentit votre groupe? Est-ce qu'au contraire, ça vous accélère? Est-ce qu'au bout de quelques jours, les bottes mouillées vont générer des points de fatigue?
c'est le genre de choses sur lesquelles on veut jouer parce qu'il faut peser sur le temps qui se déroule. Donc, dans nos rencontres aléatoires, juste pour faire bref, tu m'excuseras, Kim, je me suis emballé, mais dans les rencontres aléatoires, j'essaie dorénavant d'intégrer justement des rencontres sociales, découverte de lieux qui peuvent parler de l'histoire du royaume. Et dans nos rencontres sociales, des gens qui sont intéressés par nous, qui ont besoin de nous, qui veulent nous donner de l'information sur d'autres lieux. Donc là, les personnages qui sont plus charismatiques ou qui ont plus d'aptitudes sociales peuvent y trouver leur compte. Si on détermine qu'il y a des ruines que l'on rencontre sur le lieu sans nécessairement que ce soit un donjon ou des trésors, ben peut-être que justement nos roublards ou autres personnages qui ont davantage de compétences en investigation vont pouvoir mettre leurs compétences à profit. Et inévitablement, ça nous prend des combats de deux natures. Un qui est à la hauteur des niveaux de vos joueuses et vos joueurs et un qui est beaucoup trop fort ou pas assez fort pour votre groupe d'aventuriers. Si vous êtes un groupe niveau 13, boosté, min-maxé, puis que vous rencontrez 6 gobelins, si votre groupe décide de juste varger dans le tas, ils perdent le plaisir. Là. Donc, ils vont essayer d'en faire quelque chose. Et justement, ça permet de pimenter le voyage. Je suis désolé, je me suis lâché lousse, là, mais c'est ça. On est là pour ça. Ouais. Si je peux me permettre, Kim, puis ensuite, promis, on te cède la parole. Les combats aussi comme ça qui arrivent de façon aléatoire ont très rarement un impact sur la narrative, en fait. Ils sont juste là pour divertir le joueur, pour faire comme, OK, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un combat, donc faisons le combat. Ouais. Alors que justement, si on rencontre des personnages non-joueurs qui peuvent apporter une side quest, par exemple, ou qui vont justement donner des indices supplémentaires, quitte des indices peut-être qui vont davantage mélanger nos joueurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment plus de possibilités avec d'autres avenues que le combat, quoique le combat peut aussi être ancré dans la narrative, mais selon mon expérience, les combats que j'ai vus un peu parsemés ici et là, comme ça, dans un voyage, c'était des combats simplement pour faire un combat plus qu'il y avait un incidence sur l'histoire. Et c'est là, je pense qu'en fait, c'est mal utilisé. Parce que j'ai l'impression que ça peut être bien utilisé, mais qu'on ne le fait peut-être pas habilement ou justement que ça donne une petite pause au DM de dire, OK, on met un combat, puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller écrire autre chose. À tes souhaits. Kim, à ton tour. Oui, ben, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Fait que continuez à parler de même, là, moi, ça me dérange pas pantoute. Je vais juste acquiescer puis renifler pendant ce temps-là. Mais sinon, pour les rôles, les personnages que j'ai joués, puis les jeux auxquels j'ai joué, qui m'ont fait voir le voyage puis l'exploration de manière différente, je suis comme un disque qui saute, là, je sais, je reparle toujours de ce jeu-là, mais pour moi, Bloodvine Chronicle a vraiment changé ma perception de tout ce qui était survie, voyage, exploration en forêt. Dans le fond, dans ce jeu-là, c'est pas des classes, là, c'est des archétypes. Là. J'ai joué un archétype de ranger, mais il y avait un combattant, puis une sage vétérinaire, là, qui est l'équivalent d'une mage. Puis les trois, on était aussi bien équipés les uns que les autres pour survivre en forêt. Là. C'est vraiment plus une façon de voir l'histoire du personnage, mais en bout de ligne, tu sais, c'est de voir comment tu établis tes compétences, comment tu te débrouilles dans le bois, mais c'est surtout comment le transport ou comment justement te déplacer d'un point A au point B, c'est ça l'ennemi ou c'est ça. Tu sais, parce qu'on parle de table aléatoire puis de gobelins qui apparaissent, mais la forêt en soi, le fait de tu pars avec 6 rations de pain sec, puis t'as 10 jours de marche à faire, va falloir que tu trouves de la nourriture. OK, mais une fois que t'as trouvé de la nourriture, ben ça se peut que durant la nuit, il y a un ours qui vienne te manger tes provisions, mais ça se peut que l'ours, si t'es comme 3 personnages niveau 1, t'es pas équipé pour le battre. Exact. Il y a toute cette notion-là, je trouve que dans le voyage, c'est en tant que tel, l'environnement, c'est l'ennemi. C'est on pourrait dire l'exhaustion, je cherche mes mots en français, là, c'est la fatigue accumulée, c'est le manque de nourriture, c'est la distance, c'est le fait de se perdre qui rallonge la route. Si on rallonge la route, ça prend plus de nourriture, ça prend, tu sais. Donc, c'est tout ça qui s'accumule. Puis je pense que souvent, dans la 5e édition, je trouve que c'est ces règles-là qu'on perd puis qu'on enlève parce qu'on finit par trouver ça lourd. Fait que jouer à Bloodvine m'a vraiment fait apprécier je serais de ne pas enlever les règles de la 5e à propos de tout ce qui était l'exploration. C'est rare qu'on parle de points de fatigue, de survie dans le bois, là, quand on parle de donjon dragon, là, souvent, c'est ben oui, tu sais, je fais une tente, on a continué à marcher 8 heures, on a refait une tente, mais ta bouffe, tu sais, c'est qui compte tes rations, pas tant. Fait que
Puis j'ai aussi le premier personnage que j'ai joué dans Donjon Dragon, c'est un ranger. Puis je trouve que justement parce qu'on enlève beaucoup de ces règles-là de survie, de terrain préféré, d'expertise en terrain hostile, tout ça, ça fait que le ranger, beaucoup le trouvent pas bon, mais c'est parce qu'on joue pas avec les règles qui fait qu'il est bon. Tu sais, fait que je trouve que ça m'a redonné le goût de jouer avec les règles en bonne et due forme d'exploration et de voyage de Donjon Dragon, parce qu'en bout de ligne, ils sont quand même bien faites. C'est ça, t'es pas juste supposé te promener puis d'aller de rencontre aléatoire en rencontre aléatoire, là, fait que, puis on pourra en reparler plus tard, justement, là, quelles sont de bonnes rencontres aléatoires en voyage, mais ouais, c'est sortir, je dirais, de la 5e qui m'a fait apprécier les règles du voyage de la 5e, puis donner le goût de vraiment les utiliser et non pas juste les discarter parce que c'est lourd puis c'est plate. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, possiblement qu'elles sont juste mal exploitées, en fait. Donc, elles sont là, mais elles ne sont pas utilisées. Puis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, puisque moi aussi, j'ai joué une rôdeuse. Et justement, premièrement, ben, l'environnement, il n'y était pas vraiment. Tu sais, c'était pas un truc de voyage. On m'avait un peu vendu la chose comme étant beaucoup de survie, puis finalement, c'était pas vraiment le cas. Fait que j'ai pas pu utiliser à pleine capacité cette classe-là, qui est plutôt mal aimée aussi, là. Et peut-être justement possiblement en raison de ce que tu dis, on ne met pas l'environnement. Puis ça appartient beaucoup au maître de jeu ou à la maîtresse de jeu de faire en sorte que l'environnement soit l'ennemi, que ça soit lui qui soit dangereux, qu'il y ait cette crainte-là qui soit mise de l'avant finalement et que les expertises de chacun et chacune puissent aussi être mises en lumière au moment où on arrive dans ce type d'environnement. Tout à fait. Et justement, on en a parlé un petit peu. Il y a toutes ces mécaniques-là qui entourent les périples sur de longues distances ou de moins longues distances. On peut penser à la gestion de l'inventaire, au calcul de distance, à l'utilisation d'une carte ou d'un X-Scroll, à l'utilisation carrément, là, comme on l'a dit, des expertises qui sont directement liées à la survie. Donc, selon ce que j'entends, c'est que, évidemment, pour qu'un voyage soit un voyage comme on veut bien le jouer, il faudrait mettre ça à profit, le mettre de l'avant. Selon vous, est-ce qu'il y a certaines des notions que j'ai mentionnées qui sont plus importantes que d'autres? Quelles, selon vous, devraient être davantage exploitées et pourquoi et comment? Dépendamment, peu importe le système, évidemment, il y a des systèmes qui sont favorables à ça. Donc, voilà. Je pense que, c'est juste en continuité un peu avec ma réponse précédente, je pense pas qu'il y ait d'éléments qui soient incontournables dans tous les systèmes ou tous les jeux. Je pense que ça dépend vraiment du jeu qu'on est en train de faire ou de la gang autour de la table. Tu sais, par exemple, dans Truthvang, je donnais l'exemple de on se promène dans le bois, il fallait chasser pour avoir de la nourriture pour se rendre à destination sans être épuisé, parce que dans le fond, c'est juste le voyage pour se rendre, faire notre mission. On l'a pas encore commencé, mais si tu commences ta mission, tu es épuisé, ça part mal. Fait qu'il faut quand même se dépêcher pour pas arriver épuisé, mais en même temps, fait que là, oui, on chasse pour avoir de la nourriture, puis là, on jauge combien de temps on investit à chasser pour continuer à marcher, parce que quand on chasse, mais on progresse pas dans le voyage. Puis là, ben, la nuit, c'est ça. T'sais, la première fois, il y a un ours qui est arrivé qui a fait que il a fallu se sauver de notre campement, puis on a toutes perdu nos provisions. Puis quand on est revenu, ben là, il y a une gang de trolls des forêts qui nous ont volé notre lunch pendant qu'on dormait. Fait que, je pense que, tu sais, c'est pas des grosses rencontres, c'est pas des gros ennemis. En bout de ligne, les 2 fois, on n'a juste pas eu de lunch. Tu sais, on s'est même pas vraiment battu plus que l'ennemi, c'est la famine, tu sais, rendu là. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple, mais en même temps, refaire ça, parce que bon, souvent que se joue aussi avec les règles de la 5e édition, ça serait pas nécessairement la même chose, tu sais, où si on fait un grand voyage, une grande épopée, mais là, oui, des rencontres aléatoires qui nous apprennent sur le lore de la région, du pays ou de la géopolitique, ça devient beaucoup plus intéressant parce que le monde est beaucoup plus grand, chose que je mettrais pas dans une aventure aller-retour, dans une contrée, des jeunes qui vont se prouver hot pour gagner leur place en tant qu'adultes dans leur clan viking, tu sais. Fait que je pense que ce qui est commun, pour moi, toutes les parties que j'ai jouées où il y avait une notion de voyage, c'est le sentiment d'urgence. D'urgence dans le... On peut pas traîner dans le bois parce qu'on va mourir de faim. Mais, tu sais, on peut pas non plus traîner trop longtemps parce que, ben, éventuellement, c'est sûr qu'il y a des ennemis et des animaux sauvages qui vont arriver. Fait qu'il y a la notion d'urgence dans le sens où
tu prends pas la route scénique pour le fun, tu sais? Il y a des dangers, il y a un endroit à aller, tu peux manquer de bouffe, ça prend du temps, puis surtout, c'est le monde, la société, là. Tu sais, tu t'en vas faire une mission, habituellement, le voyage, c'est pas ça, c'est la mission est il y a quelque chose au bout de la ligne, mais si tu prends 3 ans à le faire parce que tu as pris ton temps puis tu as été relax, ben la vie a commencé à continuer à progresser, puis ça se peut que quand tu arrives au bout du chemin, mais ce que tu étais supposé accomplir, tu peux plus l'accomplir. Fait qu'il y a aussi comme un timer, un chrono qui roule pendant que tu es dans ton voyage, qui te pousse dans le dos en disant oui, oui, mais tu sais, faut que tu fasses attention parce que tu as des ressources, mais en même temps, faut que tu te dépêches parce que, tu sais, c'est pas la finalité en soi. Fait que c'est toute cette notion-là que j'aime beaucoup jouer dans un peu l'urgence, même si c'est pas de se garrocher, là, mais le temps est compté. Je pense qu'il y a un peu cette notion-là dans tous les voyages, du moins, que j'ai fait. Oui, puis si je peux me permettre, j'adore, moi, l'idée de chrono, puis l'idée de faire sentir aux joueurs qu'on est dans l'urgence. La problématique que j'ai rencontrée souvent en tant que joueuse, c'était que finalement, la conséquence ne venait pas. Tu sais, on disait, ah oui, là, vous avez du temps. Mais finalement, après, quand il prenait plus de temps, il n'y avait pas de réel impact sur le fait qu'il avait pris plus de temps, mis à part le fait de mentionner, ben, vous avez pris plus de temps. Donc, je pense qu'il y a cette idée, il y a un petit blocage avec, ouais, mais qu'est-ce que je fais une fois qu'ils en ont pris trop de temps? Parce que oui, le but, c'est de les faire surger en leur disant, là, vous avez pris plus de temps. Mais au final, il faut aussi qu'il y ait un résultat Ouais. à ce manque d'initiative ou à cette rencontre qui a duré plus longtemps que voulu. Donc, je pense qu'ici, parfois, c'est là que le bas blesse. Félix, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, Euh, si je voulais juste me permettre encore de me faufiler avant que tu répondes. Je pense qu'on avait déjà donné l'exemple là, à l'émission, mais une campagne que Félix et moi, hier, on a faite ensemble avec Philippe Taillon de Décompter des dés. C'est pas tant la notion de voyage qu'il y avait dedans, mais la notion de conséquence. De si vous choisissez de faire A au lieu de B, ben le monde évolue, puis ça va changer. Fait puis c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié de cette campagne-là, de tu décides d'aller, je sais pas moi, tuer des méchants à cet endroit-là, ben finalement, les méchants qui étaient là empêchaient d'autres monstres de descendre plus bas puis d'attaquer les villageois. Il y a des conséquences au choix que tu as fait. Tu pensais que c'était le bon, mais il y a des conséquences. Puis pendant que tu es allé faire autre chose, ben les monstres ont attaqué les villageois. Tu sais. Fait que je pense que quand on met justement, puis c'est important que tu le dis, on met un chrono, c'est important que vous ayez réussi à le faire en temps de temps. Ben, c'est parce que tu le sais que sinon, il y a quelque chose qui va arriver. Il faut que ça arrive. C'est comme des fois, il faut que le maître de jeu soit un peu parent d'une gang d'enfants. Là. Si tu dis qu'il va y avoir une conséquence, il faut qu'il y en ait une, sinon, on va continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Fait que je pense qu'il y a un peu cette notion-là de faut que tu sentes que le monde continue de vivre quand tes joueurs sont un peu sur la glace puis à côté. Puis pour ça, il faut qu'il y ait des choses qui arrivent pour que les joueurs le sentent, que c'était pas prévu, puis que c'est pas eux qui contrôlent le monde. T'sais, le monde est au-delà de leur personne. Mais voilà, c'est à toi, Félix. Non, non, super pertinent. En fait, 3 éléments qui, à mon avis, sont largement importants quand on parle de voyage ou d'exploration. Le temps, dont on vient de parler de fond en comble. La température, qui va affecter beaucoup les mécaniques de jeu aussi. Je veux pas juste rester dans l'abstrait puis discuter à très haut niveau des voyages, là. Je vais me plonger dans la mécanique. Pour la 5e édition, s'il y a une pluie forte, vos archers sont à désavantage. Ben, les archers ennemis le sont aussi, les armes à distance le sont également. La vision est réduite, donc plus difficile de faire des missions d'exploration, plus difficile d'être vu aussi. Donc, tu sais, je pense que ça a une influence sur la mécanique. La température va pouvoir aussi être annonciatrice, justement, de danger autour de vous. Si le soleil qui vous plombe sur la tête depuis des jours, ça se peut qu'il y ait des problématiques avec les récoltes, que la famine rende les gens un peu plus tendus et donc qu'il y ait des brigands sur la route. Durant le voyage, ce que je pense qu'il est important de faire, justement, avec la température, le climat, l'environnement autour de vous, c'est de télégraphier le danger, d'annoncer d'avance en permettant à vos joueuses et vos joueurs de capter des pistes de des choses qui vont arriver plus tard. Et donc là, on revient au point du temps dans ce fameux triangle. Et donc, temps, température et aussi lumière. Ça a l'air bien absurde, là. Vous savez, là, c'est un peu la blague là, que je tripe ces torches là, depuis un temps. Mais ça revient à ça. Ça revient à exploiter les mécaniques de jeu qui existent dans le livre pour une raison. C'est pas tout le monde qui va triper dans votre groupe de joueuses ou de joueurs autour de la table à justement exploiter le voyage le plus
alignées avec les règles comme sont écrites dans le livre. T'sais. Fait que je pense que c'est votre job en tant que maître du jeu de pouvoir brasser un peu la marmite en fonction de ce que vous savez que vos joueuses et vos joueurs aiment. Mais la lumière, je trouve, est un élément super important, même si c'est dans le jour, si on est dans une forêt très dense avec le canopé, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend autour de nous? Utilisez les sens pour stimuler vos joueurs. La lumière me fait tout de suite penser, évidemment, à la vue, mais tous les autres sens peuvent être stimulés pour télégraphier le danger ou expliquer le monde qui les entoure. Tu as parlé aussi de la gestion de l'inventaire. Moi, je trouve que c'est primordial pour qu'on puisse triper dans un jeu de rôle. Évidemment, il y a toujours le classique où tu peux transporter autant que tu veux, puis on s'en fout, transporte 6 millions de pièces d'or dans tes poches. Genre, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir, puis je suis bien d'accord avec ça. Sauf que si on veut que le voyage soit un enjeu ou un défi, qu'est-ce que vous transportez? Avez-vous besoin d'un chariot? Avez-vous besoin d'un coffre? Est-ce que vous le protégez? Si vous dormez, est-ce que vous le laissez là? Est-ce que vous dormez à distance? Votre bête, il faut la nourrir. Puis tout ce qui est les véhicules, justement, dans quel territoire est-ce que vous vous déplacez? Il y a une notion en géopolitique, c'est les 3 R, les routes, les relations et les ressources qui vont dicter quel est le territoire autour de vous. Ben, les routes doivent être empruntées si vous avez un véhicule. Mais sur la route, on ne rencontre pas toutes les mêmes personnes que dans une forêt, mais si vous essayez d'être discret, la route est votre seule option, mais il y a plus de monde sur la route. Donc, je pense que quand on parle d'inventaire, de qu'est-ce qu'on possède et par quels moyens on doit se déplacer. Et finalement, le calcul des distances. Combien de temps ça prend pour se rendre du point A au point B? Puis en fonction des groupes de joueurs, je dis que je voulais rentrer dans la mécanique. Là. Si vous savez que vous avez autour de la table des joueurs qui aiment beaucoup l'action, qui sont moins dans la description ou dans les explications de ce qui se trouve autour de vous, que les fameux lore bombs, là, ça les fait pas tant que ça triper, là, mais que vous en avez écrit, fait que vous voulez triper quand même un peu. Ma recommandation, c'est justement faire des ellipses. Faites rouler des dés à vos joueuses ou à vos joueurs au début de la journée pour savoir s'il va y avoir des obstacles dans cette journée-là. Un peu à la même façon qu'on fait rouler des rencontres aléatoires de combat sur un 19 ou un 20 quand on décide de suivre les règles du livre. Faites rouler la même chose pour les découvertes autour de vous et soyez très succinct dans les descriptions que vous allez donner. Ça met juste le monde qui est vivant en arrière-plan et vous, ça vous permet de faire rouler les joueurs, ce qui, de toute façon, trouve le même fun. Puis, d'annoncer tout de suite d'avance que sur certains résultats, il y a une récompense. Ça, c'est un autre petit truc de DM qui s'applique à n'importe quel moment de jeu, là. Mais, tu sais, dans le fond, je pense que ça ajoute de l'excitation de dire à vos joueuses et vos joueurs c'est quoi le résultat du dé à atteindre. Que ce soit pour toucher un ennemi, que ce soit de dire roule un D6, sur un 6, vous tombez sur un trésor, sur un 1, vous tombez sur un ennemi dangereux, 2, 3, 4, 5, je te dis pas c'est quoi. Mais quand là, tout le monde roule le dé autour de la table, quand c'est un 1, il y en a un qui a l'air d'un beau nigo, puis tout le monde est comme ah, t'as roulé un 1, t'as scrappé notre journée, il va y avoir un monstre. Mais ils savent pas c'est quoi le monstre. Mais ils ont déjà vécu le premier stress de savoir qu'il y avait un monstre. Donc, rajoutez cette dynamique de lancer de dés pour pouvoir rendre ce voyage-là plus intéressant, puis jouer dans l'ellipse temporelle pour justement arriver aux moments qui sont importants. Je veux dire, c'est pas parce qu'on veut ramener la notion que le temps passe, c'est important de survivre, c'est important d'ajouter du réalisme, de chasser, de calculer son inventaire, qu'il faut vivre chacune des fucking minutes qui parcourent le périple de vos aventurières et de vos aventuriers. Là. Skyrim le démontre bien. Là. Quand tu joues à Skyrim, tu marches quelques minutes, il se passe de quoi? De façon aléatoire, s'il n'était pas supposé se passer quoi que ce soit, un village, une grotte, une ruine, t'entends la musique, puis soudainement, tu le sais que tu vas te faire attaquer par un ours, puis il faut que tu te sauves, t'sais. Mais justement, c'est ça. Il y a toujours quelque chose pour pimenter la route, parce que sinon, c'est longtemps, puis tout le monde va faire la même affaire. Au bout de 2-3 voyages où il s'est rien passé, ils vont fermer, ils vont ouvrir la carte, ils vont faire fast travel. Puis quand vos joueurs et vos joueurs décident de faire fast travel de façon volontaire, donc de se bâtir un cercle de téléportation, c'est que vos voyages sont plates. Ou, au contraire, c'est que vos voyages sont tellement dangereux qu'ils veulent absolument trouver cette façon de les éviter. Alors, vous avez abordé plein de trucs vraiment intéressants, notamment le jeu vidéo. Moi, c'est le jeu vidéo qui m'a appris à bien établir mes voyages en tant que DM, là, puisque évidemment, il y a plein de jeux qui mettent de l'avant le voyage sur du long terme. Mais pour nommer un jeu, puisque Kim m'a parlé de Trou de Vague, et moi, je parlais de Game of Thrones, donc Song of Ice and Fire. J'ai vraiment fait une longue campagne où l'un des deux groupes, parce que on était beaucoup de joueurs et finalement, les joueurs ont fini par se séparer en deux groupes, dont un quatuor qui montait vers le nord, donc qui partait vraiment du sud de la map et qui traversait carrément Westeros au complet. Et j'ai vraiment pu mettre de l'avant à peu près tout ce que vous avez nommé. Le climat, parce que nécessairement, dès qu'on changeait de ville, le climat changeait complètement. L'utilisation des routes ou
l'utilisation des territoires plus sauvages. Donc là, est-ce qu'on a une charrette avec nous? Ça va nous ralentir, mais en même temps, on va pouvoir avoir plus de stock sur nous. Donc, il y avait vraiment plein d'éléments que vous avez nommés qui ont dû être mis en scène par le groupe qui voyageait. Mais en même temps, on avait l'autre groupe qui, eux, étaient sédentaires et qui continuaient à vivre finalement. Et tout ce qui se passait dans la ville principale, d'où venait le groupe de voyageurs, eux, ça avait un impact sur leur voyage parce qu'il y avait une destination finale et parfois ils disaient oui, mais là, tu ne peux pas faire ça maintenant parce que là, nous, on n'est pas encore arrivés. Puis j'étais comme oui, mais ça, vous ne le savez pas que pendant ce temps-là, dans la ville, tout est en train d'être le chaos. Et là, il y avait plein d'histoires qui faisaient en sorte que les conséquences, j'avais même pas besoin de les créer, en fait, parce que l'autre groupe de joueurs qui était au village d'origine avait un impact immédiat sur le groupe de voyageurs. Et selon moi, l'un des incontournables dans un voyage, c'est vraiment les possibilités qui sont offertes aux joueurs. Donc, au moment où on leur dit, ben, si vous continuez vers le chemin tout droit, vous allez vous présenter à telle ville. Si vous allez vers la gauche, vous allez trouver une genre de grotte. Si vous allez vers la droite, et là, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire. Et à partir de ce moment-là, c'est énormément de travail pour le DM parce que toi, en tant que DM, ben, il faut que tu aies préparé les 3 endroits où il n'y en aura probablement qu'un seul qui va être utilisé. Par contre, après, quand tu as joué ta partie, après qu'ils ont fait leur choix, puis que tu t'assois pour poursuivre, je trouve que c'est là que la magie commence parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vas écrire par la suite tant qu'eux n'ont pas pris une décision. Puis il y a des moments où, avec ce groupe de joueurs-là, vraiment, ils ont fait des choix auxquels je ne m'attendais pas et qu'une fois qu'ils sont allés à l'endroit surprise, ça a été mes meilleures parties. Les moments où je me disais, OK, c'est sûr qu'ils ne choisiront pas ça, c'est trop brouillon, c'est trop le chaos, et finalement, ils allaient faire ça. C'était magique parce qu'on créait tout ensemble. Puis souvent, en plus, ils s'arrêtaient là. Ben oui. Il restait plus longtemps que ce que j'avais prévu. Puis là, j'étais comme, OK, vous avez un voyage. Là. Je sais que vous l'aimez, le NPC qui est là dans sa grotte toute seule, puis qui vous fait des trucs de chaman, mais là, c'est pas ça la mission C'est principale. pas ça le jeu. Ouais, mais tu sais, tu viens de créer un piège à joueurs de jeux de rôle là, en faisant ça. Est-ce que tu viens de me parler d'une quête brouillon avec une faible probabilité de succès? Peu de choses qui sont déterminées et un NPC qui fait des backflips et qui ne m'offre absolument rien pour ma quête? Je vais y rester 3 ou 4 jours, Marika. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Puis justement, c'était la première campagne que je menais de ma vie et ça m'a vraiment aidé à créer par la suite d'autres voyages qui pouvaient intéresser les joueurs. Ben, c'est sûr que Song of Ice and Fire t'offre quelque chose qui est essentiel pour que le voyage soit trippant, c'est de la géopolitique riche. Parce que si tu explores un territoire où il n'y a rien sur le territoire ou qu'on sent pas que le territoire est vivant, explorer le dit territoire va être assez plate. Là. Tu vas avoir besoin, en tant que maître de jeu, de comme organiser des choses tout au long de ce périple-là parce que le territoire ne te donnera rien à ton périple. Fait qu'on s'entend que Westeros, c'est assez dense en géopolitique. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je vous le conseille, surtout si vous aimez Game of Thrones. Et avant qu'on en arrive à la question poison, justement, Kim et moi avons parlé un peu de jeux, mais est-ce qu'il y a des jeux ou des systèmes qui ont à cœur, justement, dans leur développement, le voyage ou l'importance de celui-ci, desquels vous voudriez nous parler un petit peu? Moi, je vais parler de A Song of Fire, mais je dirais pas que c'est au cœur du jeu. Je pense que ça vient avec une grosse carte. Évidemment, quand on connaît l'univers, on sait qu'il risque d'avoir des voyages et tout ça. Mais je pense pas que c'était nécessairement le but du jeu. Mais est-ce que selon vous, il y en a pour lesquels on n'a comme pas le choix, que c'est un passage obligé? Ah, tout à fait. Si je peux prendre la balle au bon, Kim, ça te va? Moi, je pense que le jeu par excellence dans ma bibliothèque pour explorer et exploiter plutôt le monde de l'exploration et des voyages, c'est Mouse Ritter. Vous êtes de petites souris, c'est un monde de moustaches et d'épées, tout est dangereux autour de vous. Vous déplacez de la grange jusqu'au sous-sol de la boulangerie, c'est un voyage. Il y aura sur votre chemin un renard végétarien, 3 corbeaux qui chantent des chansons, un hibou mal aimé, puis des batraciens qui ont besoin de votre aide pour sauver le monde. Là. Je veux dire, ça ne peut qu'être dense en voyage. Et surtout, le jeu a été, je pense, conçu avec minutie et précision pour exploiter justement la notion des voyages. C'est-à-dire très peu de compétences à tirer, à lancer, ce qui, à mon avis, peut favoriser justement que le voyage soit dense et soit rythmé, soit le fun à jouer, parce qu'il ne repose pas sur les compétences de ta fiche de personnage, mais sur ta créativité en tant que joueuse et joueur. Donc, ce que le DM te fournit comme prompts pour pouvoir nourrir ce qui se passe autour de la table, ben, c'est toi qui le reçois en tant que joueur ou joueuse. Ta souris,
Elle fait pas de la survie. C'est toi qui vas voir qu'il y a des pistes, puis tu vas décider de les explorer ou non, puis de tomber dans le fameux piège du cobra. Mais c'est ça. Mount Shooter est bâti pour ça. Tu récoltes des pépins, peu de place dans ton inventaire. Tu accumules des malus qui te font perdre des objets de ton inventaire. Je pense que c'est un jeu par excellence. Et il a son petit cousin, sa petite cousine, que Pépé affectionne particulièrement, qui est Lilliputien, où justement c'est de l'exploration en mer, qui repose sur le même système. Donc, moi, je pense que c'est 2 jeux à explorer si vous aimez faire justement des voyages, mais à plus petite échelle. Oui, ce que j'aime particulièrement par rapport à l'inventaire, justement, dans Mouse Ritter, c'est vraiment le fait que tu as des places, tu as des cases. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'abandonner du stock parce que tu n'en as plus de place. Tandis que souvent, dans d'autres jeux auxquels j'ai joué où tu as un inventaire, tu n'es pas restreint, mis à part par le poids que quasiment personne ne prend en compte. Alors qu'ici, c'est tangible. Tu l'as devant toi, le nombre de cases disponibles. Il faut que tu fasses des choix. Tu sais. Kim? Ben, bon, tu sais, j'ai déjà parlé de Trou de Vague plusieurs fois, donc en plus, il y a déjà 2 vidéos où j'explique comment jouer, là, fait que allez voir ça, ça va être plus court que de rallonger la vidéo ici. Mais sinon, pour sortir du plus médiéval, là, autant High Fantasy que Low Fantasy, j'ai l'impression qu'il y a dans le plus moderne, moi, encore là, je l'ai dit souvent, je suis une grande fan de zombies. Et il y a beaucoup de jeux zombies qui sont très forts là-dessus, la notion de survie, parce que c'est un monde dystopique, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu sais, il n'y en a plus d'électricité, il n'y a plus, tu sais, il y a plus de fast-food et de supermarché qui te sort de la nourriture. Il faut que tu te débrouilles avec très peu. Il y a peu d'armes. Tu sais, donc, c'est pour ça que je disais tantôt que juste aller du coin de rue A au coin de rue B peut devenir un voyage en soi parce que le danger est partout, puis t'as pas de ressources, puis il fait noir, puis on rajoute toutes les notions là-dessus, là. Fait que si je pense, bon, c'est un peu lourd comme système, mais Outbreak, Undead, le nez bouché, ça va pas bien. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions de survie, puis c'est un jeu aussi qui travaille beaucoup sur bâtir un peu comme Monster Hunter, en fait, là, bâtir une zone, un village un peu sécuritaire pour toi, mais il faut que tu sortes pour aller t'équiper, il faut que tu ailles chercher de la nourriture à l'extérieur, fait que les voyages sont nécessaires pour ramener des denrées dans la ville. Fait que je trouve que c'est une forme de voyage qui est intéressant aussi. C'est un voyage qui est nécessaire à la survie de la communauté. Fait que tous les jeux de zombies, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup comme ça qui fonctionnent bien. Puis sinon, ben, si je pense à d'autres jeux un peu plus là, futuristiques, j'aime Félix en a dit un mot au début, là, que le voyage peut être vraiment autre chose, tu sais, mais un voyage dans l'espace, ben, ça peut être juste faut que tu ailles descendre dans ton vaisseau, sinon tu vas drifter jusqu'à mort sans suivre dans le néant. Donc, la notion de voyage puis de ressources peut vraiment être adaptée, là, de dire, OK, ben, c'est du gaz qu'il faut qu'on trouve, parce que sinon on meurt. Tu sais, de la bouffe, ça, on va en trouver, là, mais du gaz, ça, non. Fait que, des fois, si vous voulez changer de setting ou d'époque, juste changer c'est quoi la denrée qui est rare, et là, vous tombez dans dans un mode survie, mais dans un autre mood totalement. Donc, je pense que c'est juste des fois penser à, dans l'univers que je crée, c'est quoi la denrée rare, puis vous retrouvez avec votre mood de voyage qu'on explique depuis tantôt, là. Oui, parce que l'effet de rareté aura toujours une incidence sur ce dont ont besoin les personnages, finalement. C'est ça. Tout à fait. Excellent. Ben, on en arrive à la question poison. Puis en fait, aujourd'hui, la question poison prend une autre formule. Et ben, c'est parce que souvent, vous parvenez, ouais, exact, à détourner, puis ça commence à mettre la sorcière en moi en colère. Donc là, j'ai trouvé une nouvelle formule carrément pour vous empoisonner de façon plus efficace. En fait, il y aura 5 mises en situation, mais ce ne seront même pas des mises en situation. Je vais vous donner 2 choix. Et vous devez répondre votre choix. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez y aller un après l'autre. Vous devez y aller rapidement et vous ne pouvez pas mettre d'explication. C'est simplement votre choix. Vous ne pouvez pas vous justifier. Il n'y a pas de « Ah, mais je ne peux pas choisir ». Non, non, vous choisissez. D'accord? OK. Ça va? Oui. Excellent. Donc, allons-y pour la question 1. Vous avez le choix entre, dans votre inventaire, une torche en moins ou pas de corde. Une torche en moins. Une torche en moins aussi.
Oh, Félix, tu me surprends. Ouais, Pas de je sais. justification, pas de justification. Maintenant, question trajet. Est-ce que vous prenez le voyage rapide, mais vraiment plus dangereux, ou le voyage très lent, mais avec moins d'obstacles? Rapide. Je peux dire ça aussi. J'allais dire ça dépend d'eux, mais j'ai pas le droit, fait que je vais dire Non. rapide. All in. OK. Ouais. Maintenant, question type de voyage. Voyage aérien ou voyage souterrain? Aérien. Aérien, c'est vraiment cool. Je vais dire souterrain. Parfait. Excellent. Vous avez compris le principe. OK. Question survie. Vous mangez dans une situation où vous êtes affamé, là, vous êtes sur le point de mourir de faim. Oh, mal fini. Oh, Vous t'as mangez. bugué. Oui. J'ai bugué. Ouais, je vais recommencer à partir du moment où Ouais. je dis que vous êtes affamé, d'accord? Donc, question survie. Vous êtes affamé, vous êtes sur le point de mourir de faim. Vous mangez une baie sauvage ou un champignon sauvage? Une baie. Si j'ai comme pas le choix, ça serait mentir éhontément de dire un champignon, fait que je vais dire une baie sauvage. Là. Excellent. Dernière question. Là, c'est plus une mise en situation. OK? Vous êtes perdu depuis plusieurs jours en forêt et au loin, vous apercevez une fumée d'un feu de camp. Vous évitez le feu de camp ou vous rejoignez le feu de camp? Rejoindre. Je vais dire éviter. Excellent. Est-ce que ça Et génère voilà. notre Et vous profil ne comme dans savez pas. un Il y a des magazine cool? bonnes- Ouais, c'est ça. Ok, tu es quelqu'un qui a très peu confiance envers Exact. les autres. Tu aimes le danger. Selon Mange ce des baies. test, tu es Gémeaux. Non, je ne me suis pas rendue à l'étape des résultats, mais j'aimerais quand même, et je pense que c'est un bon moment, de relancer la balle aux gens qui nous écoutent. Donc, je vous Ah oui. invite à répondre rapidement aussi à ces 5 questions, 5 mises en situation dans lesquelles il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je crois que justement, il n'en tient qu'au DM de faire des conséquences ou pas en fonction de ce que vos joueurs choisissent. Je pense que tu as ton Mais nouveau Félix n'a pas le droit de te thème. défendre. Oui, mais c'est ça, tu as Ouais. ton nouveau thème de discuter entre les deux. C'est peut-être moi et Félix qui s'ostinent sur toutes les réponses différentes qu'on Ouais. a données. Aérien, souterrain, aérien. Mais là, souterrain, honnêtement, c'est un hommage à cause de Rage de dés qu'on avait Ah, ensemble. 6 pieds sous Ça, terre. Moi, je j'ai eu dirais. tellement peur que je me suis dit tout de suite, je m'en vais pas dans le sous-sol. Hey, dans le sous-sol, tu vois rien. Il y a des monstres, il fait noir, puis c'est sûr qu'il y a des fantômes. J'aime autant mieux me battre contre peu importe ce qu'ils volent que les maudits fantômes dans le sous-sol. Bon, final. Les fantômes, ça vole. Mais dans tous les cas, on vous invite d'ailleurs à aller écouter cette super mini-campagne. Mais d'ici là, nous, on va se dire à la prochaine. C'est un super épisode. Merci Kim, merci Félix. Très Merci à belle toi. discussion sur le voyage. On vous invite, mais ça fait plaisir. Merci à Pépé du sujet qui nous a fort animés. Et on vous invite aussi, évidemment, à nous écrire en commentaire quels sont vos trucs, justement, pour... Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Non, mais c'est drôle parce que je Il a le goût de s'ostiner. hey, merci Pépé pour ton thème. C'était crissement original. On y aurait jamais pensé. Merci Pépé. Tu es partout, tout le temps. Toujours là. Donc, je pense qu'on va couper ça. Donc, on Moi vous qui fais invite le en montage. commentaire. Reprenons. On vous invite en commentaire à nous écrire quelles sont vos stratégies pour faire en sorte que vos voyages sont efficaces et qu'ils sont intéressants, qu'ils attisent finalement la curiosité et la motivation de vos joueurs. On vous invite à mettre un petit like sur la vidéo Facebook, à s'abonner à notre page sur YouTube également. Et si jamais vous n'avez pas à dépenser tous vos sous dans un long voyage à venir, on vous invite à nous soutenir sur Patreon pour nos exclusivités et aussi des petites surprises quand même qui s'en viennent pour notre Patreon dans les prochaines semaines. Soyez à l'affût, là. On vous prépare bien des belles choses. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois tout le monde. Au revoir! Bye! Bye bye!